On entend souvent dire que la Porsche 930 Turbo est la faiseuse de veuves. Une machine indomptable qui attend la moindre erreur pour punir son conducteur. Mais au-delà de la légende, la question mérite d'être posée. Cette réputation est-elle réellement méritée? On dit que le métal n'a pas d'âme, que ce n'est qu'un assemblage de pistons, de courroies et de boulons. Pourtant, certains modèles semblent avoir développé leur personnalité. Des voitures dont le nom ne murmure pas la performance, mais le danger. Dans les années 70, chez Porsche, ils ont accouché d'un monstre. Ils l'ont baptisé 911 Turbo type 930. Le monde, lui a donné un nom plus sinistre, la Widowmaker, la faiseuse de veuves. Ce n'était pas une légende urbaine, inventée pour vendre du papier glacé. C'était un constat écrit en rouge sur les bords de route et en noir dans les rapports de police. Nous sommes en 1974. Le monde est en pleine gueule de bois. Le choc pétrolier a brisé l'insouciance des années 60. Les constructeurs s'adaptent, réduisent la cylindrée, cherchent la sobriété. Mais à Stuttgart, Porsche fait exactement l'inverse. Au Salon de Paris, Porsche présente une 911 Turbo. Ils prennent une base de 911, ils lui greffent un turbocompresseur énorme. Et ils créent une machine qui n'a rien à faire sur route ouverte. Et la fiche technique ne déçoit pas. 260 chevaux des 5500 tours minute. Plus de 250 km/h en vitesse de pointe. Le 0 à 100 en moins de 6 secondes et le quart de miles en 14 secondes. C'est la Porsche de série la plus rapide jamais produite. La 911 Turbo, c'est l'arrogance. C'est la puissance pure, sans filtre, sans compromis. C'était l'époque des nouveaux riches, des capitaines d'industrie et des stars qui voulaient montrer au monde qu'ils avaient réussi. Mais posséder le chèque pour l'acheter ne signifiait pas posséder le talent pour la piloter. Beaucoup de propriétaires ont appris, à leurs dépens, qu'une Porsche 930 ne se conduit pas, elle se négocie. Et si vous commettez une erreur, la voiture ne vous laisse jamais une seconde chance. Walter Röhrl, l'un des plus grands pilotes de rallye de l'histoire, a piloté les versions de course de la 930. Il disait de la voiture « Tu appuies sur le gaz aujourd'hui et demain il se passe quelque chose ». Même des légendes comme lui le savaient. La 911 Turbo de cette époque était une machine qui ne pardonnait rien, prête à vous envoyer dans le décor à la moindre erreur. Mais qu'est-ce que cela signifiait pour le conducteur moyen qui sortait du concessionnaire? La 911 type 930 n'est pas tombée du ciel, elle est née de la course. Porsche voulait dominer le championnat du monde des voitures de sport. Et pour cela, il fallait un turbo. Ils ont donc pris cette technologie, sauvage, brute, et l'ont greffée sur un châssis de route. Parlons technique un instant. Le cœur de la bête, c'était le turbocompresseur triple K. À l'époque, on ne connaissait pas la géométrie variable. C'était simple. Soit le turbo ne faisait rien, soit il envoyait toute la puissance d'un seul coup. C'était un interrupteur, pas une progression. Vous sortez d'un virage, vous écrasez la pédale, rien. Le moteur semble endormi. Vous pensez avoir le contrôle. Et c'est là que le destin se joue. Le turbo se réveille, le couple explose, et les roues arrière, seuls à transmettre cette furie au sol, cherchent désespérément de l'adhérence. Mais ce n'est que la moitié du piège. L'autre moitié, c'est l'emplacement du moteur. Dans une voiture normale, le poids est devant ou au centre, de préférence contenu entre les deux essieux. Dans la 930, le moteur est tout au bout, en porte-à-faux arrière. Imaginez un pendule géant, pesant des centaines de kilos, suspendu au bout d'une tige. Si vous tournez trop vite, le pendule veut continuer tout droit. La voiture ne tourne pas, elle vous emmène. C'était ça, la conduite d'une 930. Une lutte constante contre la physique. À chaque virage, vous vous battez contre l'inertie. Et si vous lâchez l'accélérateur en plein milieu d'une courbe pour essayer de vous sauver, c'est là que le moteur bascule, le train arrière décroche. Et vous devenez un passager dans une machine qui a déjà décidé de vous envoyer dans le décor. On a souvent dit que la 930 était une voiture pour pilotes chevronnés. Mais le marché en a décidé autrement. Dans les années 80, la 911 type 930 devient le trophée ultime. On la veut, on l'achète, mais on ne la comprend pas. Les archives des concessionnaires de l'époque parlent de clients qui revenaient, non pas parce que la voiture était tombée en panne, mais parce qu'ils avaient failli mourir en allant chercher le pain sous la pluie. Le vice ultime. La 930 détestait l'humidité. La moindre flaque, le moindre changement de revêtement sur une chaussée humide, et la voiture devenait un savon incontrôlable. Les témoignages parlent de ce moment précis où, dans un excès de confiance, le conducteur pensait avoir dompté la bête. Ils appellent ça le syndrome du turbo. Il n'y avait pas d'ABS pour freiner vos erreurs.
Pas d'anti-patinage pour gérer vos excès. Pas de SP pour remettre la voiture dans le droit chemin. Il n'y avait que vous, votre instinct et la sueur de vos pommes. Pour beaucoup, c'était trop. Trop de puissance, trop peu de garde-fous. Et surtout, trop d'ego. Si vous cherchez les preuves du danger, regardez les contrats d'assurance. À la fin des années 70, la 930 était devenue un paria. Les assureurs, ces experts du risque, avaient compris ce que les clients refusaient de voir. Cette voiture était un pari perdu d'avance. Les primes d'assurance pour une 930 turbo étaient si élevées qu'elles équivalaient parfois au prix d'une voiture neuve chaque année. En juin 1983, un procès historique a lieu aux États-Unis. Donald Fresh était passager dans une Porsche 930 turbo conduite par Cynthia Files. La conductrice roulait à 96 km/h dans une zone limitée à 40. La voiture a fait un survirage incontrôlable et a percuté une voiture arrivant en sens inverse. Donald Fresh a été tué sur le coup. Le jury a accordé des dommages et intérêts substantiels à la famille de la victime. Certaines sources parlent de 2,5 millions de dollars. Le vote du jury a été 10 contre 2 pour reconnaître que la voiture était trop dangereuse et 11 contre 1 pour reconnaître que les freins étaient défectueux. L'avocat Craig McLean a produit un mémo interne de Porsche qui déclarait que la Turbo 930 avait une tendance au survirage et décrivait son comportement comme toxique. Le gardien de but star des Philadelphia Flyers a trouvé la mort dans un accident de Porsche 930 Turbo en 1985, à un âge beaucoup trop jeune. Ces accidents et procès ont failli coûter très cher à Porsche. La marque a dû reconnaître qu'elle vendait une voiture trop puissante pour les conducteurs moyens. Alors pourquoi sommes-nous toujours fascinés ? Pourquoi 40 ans plus tard, la 930 Turbo fait toujours battre le cœur des passionnés ? Peut-être parce qu'elle nous rappelle une époque révolue, une époque où l'homme était responsable de ses actes, une époque où, si vous faisiez une erreur au volant, la sanction était immédiate et brutale. Dans un monde de voitures aseptisées, bardées d'électronique et de capteurs, la 930 fait figure de dinosaure. Un dinosaure dangereux, certes, mais un dinosaure authentique. Aujourd'hui, elle est devenue une pièce de musée, une icône dorée que l'on astique sous les néons des garages privés. On oublie souvent ses cicatrices pour ne garder que sa silhouette musclée. Mais pour ceux qui savent, pour ceux qui ont osé tourner la clé et sentir ce moteur refroidi par air gronder derrière leurs oreilles, ils savent que le monstre est toujours là. Elle ne demande qu'une chose, que vous baissiez votre garde. Elle attend juste la prochaine erreur. Et c'est peut-être là, dans ce danger permanent, que réside toute la beauté de la 930. Parce qu'en 2026, on ne cherche plus seulement à se déplacer. On cherche à ressentir quelque chose de vrai. Et il n'y a rien de plus vrai, rien de plus sombre, rien de plus pur que de tenir entre ses mains le volant d'une faiseuse de veuve. La rareté des exemplaires parfaitement intacts aujourd'hui parle à lui seul. Regardez combien de ces voitures ont survécu 4 décennies, sans avoir été reconstruites, sans avoir été pliées contre un rail, ou passées dans un fossé. Le taux de survie des châssis d'origine est un indicateur bien plus brutal que n'importe quel rapport de police. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner pour ne pas louper la prochaine histoire sur une légende mécanique, et à liker si vous avez aimé. Restez vigilants. À la prochaine.